La vie culturelle locale avec Robin Hulin. Et aujourd'hui, j'accueille Julie Timmerman. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Metteuse en scène pour le spectacle Un démocrate au théâtre de l'Entracte. Ce sera le 19 octobre sous chapiteau à 20h30. C'est une histoire qui nous plonge sur la vie d'Edward Bernays dans le New York des années 20, une figure connue du milieu du XXe siècle. On le présente souvent comme le père de la propagande politique, de la manipulation de masse. Il était aussi également le neveu de Sigmund Freud. Alors, Julie Timmerman, d'abord, sur la jeunesse de ce projet, qu'est-ce qui vous a poussé à vous pencher sur ce personnage ? Alors, moi, je suis passionnée depuis longtemps par la manipulation en démocratie. Ça a été beaucoup étudié en dictature, mais en démocratie, assez peu finalement. J'avais fait un spectacle autour du politiquement correct et de la manipulation du langage à partir de 1984, d'Orwell, où il invente cette langue, la novlangue, qui permet de réduire la pensée en réduisant le nombre de mots. Donc ça, c'est vraiment très intéressant d'étudier ça, et ça a tellement d'écho chez nous, dans le monde contemporain, que c'était passionnant. Et au cours du travail autour de ce spectacle, j'ai découvert Edward Bernays. Edward Bernays, il y a son livre phare, Propaganda, qui a été réédité il y a quelques années, et je l'avais acheté, je l'avais lu. Et la vie de ce type est tellement hallucinante qu'en retombant là-dessus, je me suis dit, c'est incroyable, il faut absolument en parler. Parce qu'il faut penser quand même que donc c'était le double neveu de Freud. Il a compris très vite ce que son oncle avait compris sur l'inconscient, et il en a tiré des techniques de manipulation des masses. Il a vécu 103 ans. Il a vendu, donc au début, il a vendu du savon, il a été agent de presse pour le théâtre, il a fait plein de choses. Et puis il s'est dit, mais si on vendait les hommes politiques comme du savon? Et donc il a participé à des campagnes présidentielles aux États-Unis, plus ou moins efficaces d'ailleurs. Une fois avec Coolidge, ça a marché, après avec Hoover, ça n'a pas marché, mais en tout cas, c'est le père pour moi et pour beaucoup de gens de la communication en politique. Après, il a aussi fait fumer les femmes en disant que c'était un instrument, la cigarette, un instrument d'émancipation féminine. Donc il a travaillé avec les suffragettes dans les années 20, les féministes, pour leur dire, vous voulez être comme les hommes, fumez comme les hommes. Et puis il a fini par faire des coups d'État en Amérique centrale dans les années 50 avec la CIA. Donc c'est un type très recommandable, comme vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, il ne s'en cachait pas de ses intentions dès le départ. Son livre Propaganda plante le décor en quelque sorte, là où d'autres personnalités politiques utilisent aujourd'hui surtout un langage beaucoup plus subtil pour manipuler. Ah oui, alors c'est très étonnant, c'est vraiment comme dans Le Prince de Machiavel. Les réflexions sont tout à fait transparentes, mais là où est vraiment le paradoxe profond, c'est qu'il dit qu'il faut un gouvernement invisible qui dirige les gens dans une démocratie. Et il dit c'est pour défendre la liberté en démocratie. Vous voyez, il y a un paradoxe. Il y a vraiment une pensée qui est très étonnante, mais il faut penser. Il faut essayer de voir les choses avec les yeux aussi d'un homme de 1900-1920, d'une femme de 1920. C'est qu'à l'époque, ce sont les grands patrons dans les usines qui font tirer sur les ouvriers à la fin du 19e siècle. Il y a le prolétariat qui se soulève et les grands patrons commencent à se dire il va falloir trouver d'autres manières de maîtriser, de contrôler la population. Donc ils font appel à des hommes comme Bernays qui réfléchissent à la psychologie des masses et qui établissent des techniques pour que ces soulèvements n'arrivent plus. Donc en fait, Bernays arrive dans ce contexte-là. Et lui, il est un des premiers à dire, mais attendez, l'opinion des gens, ça a un sens, ça a du poids et ça a une importance. Oui. Alors qu'à l'époque, tout le monde s'en foutait. Les grands patrons faisaient leurs produits et puis c'était tout. Alors que lui, il dit, mais non, il faut demander aux gens ce qu'ils veulent et adapter votre produit à ce que les gens veulent. Donc ça paraît révolutionnaire à l'époque et très démocratique. Et alors quel angle et plutôt quelle période de la vie de cet homme vous mettez en avant dans cette pièce ? Les époques que je vous ai données là. Le savon, les présidents, les cigarettes, les coups d'État. Et le fait aussi que ces livres se soient retrouvés dans la bibliothèque de Goebbels, à lui qui était juif et qui au même moment avait un oncle qui était obligé de fuir à Londres et dont les livres étaient brûlés en Allemagne. Lui, cet homme, Edward Bernays, lui, ses livres étaient dans la bibliothèque du maître de la propagande, du ministre de la propagande d'Hitler. Et alors, de quelle manière ce spectacle il évolue sur scène pour nous plonger justement dans les années 1920 ? Alors nous, on a choisi, je suis vraiment d'inspiration très brechtienne,
Je pense qu'un rien suffit à évoquer toute une époque. Oui. Et on a choisi ce mode épique dans lequel j'ai écrit, parce que donc je suis l'autrice, metteuse en scène, et je joue aussi avec mes 3 autres camarades. Ce mode épique, c'est-à-dire qu'on raconte au public, on est très proche des gens, et on raccroche tout le temps avec le regard du public. Il n'y a pas de 4e mur, on est dans un récit. Donc ça fait qu'à 4 acteurs, on peut jouer 25 personnages avec l'aide seulement d'un cigare ou d'un accent. On peut changer de personnage très facilement et passer d'une époque à l'autre sans aucun problème. Et pour travailler ce personnage, justement, est-ce que vous êtes inspiré aussi d'autres figures politiques? On en parlait un peu en début d'entretien. Oui, alors c'est étonnant parce que on a créé le spectacle au moment où Trump venait d'être élu. Et Ça fait écho, oui. il y a eu aussi l'élection de Macron. Donc c'était intéressant parce que c'est 2 hommes qui vraiment utilisent les médias, les journaux, les magazines et surtout les réseaux sociaux. Et notre spectacle parlait exactement de ça. Donc c'est intéressant de voir que les techniques de Bernays sont toujours les mêmes, même si les médias ont changé et ont évolué. Aujourd'hui, c'est exponentiel avec les réseaux sociaux. Il y avait encore une émission sur Arte récemment où il parlait des nouveaux propagandistes, des nouveaux manipulateurs. Et en fait, c'est justement les hommes comme Trump, Matteo Salvini, Poutine, tous ces gens qui utilisent les moyens technologiques modernes pour soit lancer des fausses rumeurs, et peu importe si après elles sont démenties, ils ont lancé la rumeur. Et c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est de faire parler d'eux, en bien ou en mal. Donc ça, par exemple, c'est une technique de Bernays, et c'est intéressant de voir qu'elle est utilisée à grande échelle. Vous parliez justement des liens de ce personnage avec la démocratie. Finalement, cette pièce, de quelle manière elle interroge sur la réalité de la démocratie à notre époque? Vous parliez justement d'Emmanuel Macron et de Trump. Fondamentalement, quand on parle de manipulation des masses, c'est très difficile de défendre la démocratie. Je veux dire, d'allier manipulation des masses et démocratie, c'est totalement contradictoire pour moi. Donc tout simplement, en étudiant la manipulation des masses, on remet en question la réalité de la démocratie. Pourquoi on va voter? Qu'est-ce qui fait qu'on va voter pour un tel plutôt que pour un tel? Ou qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas voter? Qu'est-ce qui fait qu'on va se faire vacciner ou pas se faire vacciner? Parce que toutes les manifestations anti-vaccins, la manipulation, elle est de tous les côtés. Donc c'est là où il faut faire très attention, parce qu'il faut toujours faire fonctionner son esprit. Et un spectacle comme ça veut donner des outils pour continuer à faire fonctionner son esprit critique, sa pensée, parce qu'il faut essayer au maximum de déjouer toutes les techniques de communication et essayer d'agir rationnellement, raisonnablement, en ayant bien pesé le pour et le contre. Donc ce genre de spectacle donne des outils pour ça. Et alors pour finir, qui sont les différents comédiens avec vous sur scène? Alors il y a Anne Cressan, Jean-Baptiste Verquin et Mathieu Desfemmes. Oui. C'est des gens que j'ai rencontrés par le passé sur d'autres projets quand j'étais seulement comédienne. On s'est rencontrés sur un projet qui s'appelle Le Mouton de Gaël Chaya et Ariel Sipel. On s'est rencontrés au Théâtre du Campagnol, où on s'est rencontrés lors de stages avec Paul Devaux. Voilà, donc c'est des amitiés de longue date. Et des gens avec qui j'ai aimé créer ce spectacle. Et on a créé le 2e volet du diptyque, qui s'appelle Bananas and Kings, qu'on tourne aussi cette année, et qui, lui, est spécifiquement sur l'affaire de l'Amérique centrale, du coup d'État qui a eu lieu au Guatemala en 1954, et tout ça orchestré par la CIA et à l'instigation d'une compagnie bananière, la United Fruit Company, qui a colonisé toute l'Amérique latine pendant un siècle. Donc on raconte tout ça, pareil, avec la même équipe. Eh bien, merci Julie Timmerman. Merci à vous. Pour tout savoir sur ce spectacle du 19 octobre et prendre vos places, vous pouvez aller sur le site de l'Entracte, l'entracte-sablé.fr. Et puis c'est une interview que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com. Très bonne journée à tous.